Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois les racines chrétiennes de l'Europe. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Monseigneur Jean-Pierre Delville, bonsoir. Voilà, bonsoir. Professeur Vincent Dujardin, bonsoir. Bonsoir. Tous deux, vous êtes historiens et vous avez participé à la rédaction de ce livre qui vient d'être publié, « Quelle âme pour l'Europe ?» avec Gérard-François Dumont et Yann de Volder. Alors peut-être la première question que j'ai envie de vous poser à vous, Vincent Dujardin, c'est quelles sont les racines? On parle toujours des racines chrétiennes de l'Europe, mais est-ce que c'est réducteur? Est-ce que c'est vrai? Qu'en est-il exactement? Oui, c'est vrai que vous faites sans doute allusion à ce grand débat qui a eu lieu au moment de la Convention pour savoir s'il fallait, oui ou non, évoquer les racines chrétiennes de l'Europe dans les textes. En fait, si je prends Paul-Henri Spaak, qui est un des pères fondateurs de l'Europe, il disait, voilà, il a dit ça à la Chambre des représentants belges, à la Chambre et au Sénat également. Il disait, je suis socialiste, je suis agnostique, mais il me semble qu'il y a une influence très importante du Christ, dit-il, à la Chambre, sur l'Europe. Et que donc, il y a effectivement des racines chrétiennes de l'Europe pour une de ses valeurs fondamentales, qui est le respect de la personne humaine. Et c'est ça qui me rapproche des chrétiens, dit-il. Je ne suis pas croyant, je suis agnostique, mais ça me rapproche des chrétiens. Je crois qu'effectivement, dans les héritages importants, le christianisme a joué une place importante pour la construction de ce que nous sommes, nous, aujourd'hui, européens. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres influences, d'autres héritages. D'abord, la Grèce, Rome. Hein, c'est Paul Valéry qui disait qu'il y a Europe là où il y a l'influence de la Grèce sur la pensée, de Rome sur l'administration et du christianisme sur la vie intérieure. Il y a ces trois influences qui permettent qu'il y ait Europe. Bien sûr, il y a eu d'autres influences par la suite. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, lorsqu'il parle des valeurs de l'Europe, insiste évidemment aussi sur les Lumières et la dimension critique qui est apparue à ce moment-là. Il y a eu beaucoup d'autres influences encore après l'Antiquité, avec les grandes invasions, avec toute l'évolution de notre continent jusqu'à aujourd'hui. Mais si votre question est, le christianisme a-t-il joué un rôle dans ce que nous sommes aujourd'hui? Oui, certainement. Et Paul-Henri Spaak et bien sûr les autres pères fondateurs qui étaient plus proches, bien sûr aussi de la pensée chrétienne, comme les Schumann, les Gasperi et Adenauer, le disaient bien, que dans leur projet fondateur de cette CK, d'abord à l'époque, il y avait la dimension de solidarité, la dimension aussi de respect de la personne humaine, la dimension de la démocratie, et Schumann disant que ça venait d'une aspiration chrétienne pour sa part. Pour vous, Monseigneur, justement, en tant qu'historien, de quelle manière est-ce que le christianisme va influencer la constitution de l'Europe? Pour moi, c'est vraiment un déclic. C'est-à-dire que l'Europe n'était qu'un appendice de l'Empire romain au début de notre ère. Et quand l'Empire romain s'est écroulé, les tribus germaniques sont arrivées et ont envahi le territoire européen. On a donc eu deux cultures antagonistes qui ne se supportaient pas. C'était l'ennemi qui était là, le germain, qui dominait le romain. Qu'est-ce qui, à un moment donné, va opérer une fusion? C'est qu'un des germains, Clovis, le roi des Francs, va se convertir au christianisme. Et en se convertissant, il va intégrer des valeurs de paix et de réconciliation. Et inversement, il va devenir acceptable pour les populations romaines sous-jacentes de son royaume. Et ainsi va commencer une intégration entre le germain et le latin. Et donc, il va y avoir une fusion des cultures qui étaient jusque-là purement juxtaposées grâce à cette intégration que Clovis produit dans sa conversion au christianisme. Et moi, je pense que là, il y a quelque chose de très important qui se produit. Alors, ça va se prolonger par les fondations que les successeurs de Clovis vont faire, qui sont les monastères. Le royaume des Francs va en fait fonder partout des monastères, payés en partie par le roi ou les grandes familles, pour pouvoir installer des centres de spiritualité, mais aussi de culture, de développement économique et même de protection stratégique locale aux différents endroits clés. Et il se fait que ces monastères, par exemple en Belgique, vont donner lieu à des grandes villes. Mons, c'est le monastère de Sainte-Vaudrue. Gand, c'est le monastère de Saint-Pierre. Liège, c'est la ville autour de la tombe de Saint-Lambert, assassiné, et du monastère qui s'ensuivait. Et donc, nos villes ont souvent des monastères comme racines. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, le développement économique et le développement, on va dire, social, s'est fait à partir de ces implantations qui étaient au fond de petites villes à la campagne et qui sont devenues quelque part progressivement de grandes villes. C'est ainsi que je vois que le christianisme est à la base du développement de la culture européenne. On parle de culture européenne, on parle de valeurs européennes. Quelles sont, professeur Dujardin, quelles sont les valeurs européennes dont on parle? Elles sont peut-être plus aussi évidentes qu'avant. C'est vrai que peut-être aujourd'hui elles sont en débat.
Si on prend, je le disais tout à l'heure, un avis extérieur, un Américain, Stiglitz, il en évoquait 5. On peut en choisir 4, on peut en choisir 6, mais il relevait la solidarité, la démocratie, donc le respect de la personne humaine, l'importance aussi des Lumières et la recherche du bien commun dans l'exercice des responsabilités publiques. C'est vrai que nous avons cette concentration de valeurs exclusivement en Europe. La dimension de solidarité n'est pas aussi forte aux États-Unis, la dimension de démocratie n'est pas aussi forte en Chine, en Afrique, dans d'autres régions du monde. Donc on a cette dimension-là, mais vous avez raison, aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elle soit naturelle pour tout le monde. On a d'ailleurs des chefs d'État ou de gouvernement qui font référence à ces valeurs pour justifier leur politique d'aujourd'hui, mais en arrivant à des conclusions opposées. Prenez Angela Merkel, septembre 2015, pour justifier sa politique d'accueil des migrants, dit « Nous avons ce devoir, au nom du respect de nos racines chrétiennes et de solidarité, de respect de la personne humaine, d'accueillir toutes ces personnes qui fuient la guerre, qui veulent sauver leur vie et de les accueillir chez nous. » Le même jour, Viktor Orban dit « Pour pouvoir garder notre identité chrétienne, dit-il, il faut fermer les frontières. » Et donc nous avons alors Tusk qui intervient en disant « Mais attention, être chrétien, c'est être solidaire. » Et donc vous avez plusieurs dirigeants européens qui font tous référence à la même valeur, aux mêmes héritages, mais qui en arrivent parfois à des conclusions opposées. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Union européenne connaît peut-être la crise la plus grave de son histoire, qui est peut-être une crise liée de près aussi à ses valeurs, précisément. La démocratie est elle-même en crise aussi. Nous avons des populistes qui sont populaires dans beaucoup de pays membres de l'Union européenne. Et la dimension intérêt domine. Si vous regardez tout le débat autour du Brexit, on ne discutait pas tellement en projet européen, on ne discutait pas du tout valeur. Que ce soit ceux qui étaient partisans de la sortie ou du maintien dans l'Union européenne, se disaient avec comme argument, a-t-on intérêt à rester ou a-t-on intérêt à quitter? Ce n'était pas la dimension du projet qui dominait. Et c'est peut-être un des problèmes majeurs qui est en fait, non seulement parce qu'il y a une multiplication de crises qui fait que c'est la plus grave de l'histoire, mais peut-être aussi parce qu'il y a ces débats sur les valeurs. Que veut-on vraiment faire ensemble? Et c'est peut-être d'abord sur cela qu'il faudrait travailler. Jean-Pierre Delville, vous avez dirigé justement cet ouvrage. Alors, quelle est la réponse? Quelle âme pour l'Europe? Pour moi, c'est une âme de réconciliation. Nous avons une réconciliation en Europe, comme je le disais, entre germain et latin, c'est le berceau de l'Europe. Et dans l'Union européenne, nous avons la réconciliation entre, mettons, la France et l'Allemagne après 2 guerres mondiales. Mais dans l'Europe récente, nous avons aussi la réconciliation que l'Europe a produite dans les Balkans. Nous avons donc un esprit de capacité de réconciliation. Et là, je crois que nous sommes prophétiques pour le monde. Parce qu'il faut savoir que le monde regarde l'Europe et parfois même vient s'y réfugier. Ce sont les migrants qui sont là, parce qu'ils comprennent cet esprit d'accueil et de réconciliation. Et par conséquent, ils nous invitent à faire de cette Europe un modèle pour le monde. Je crois que le monde, toute la Terre, a besoin un jour d'être entièrement dirigé d'une manière un peu cohérente. Nous avons besoin que le modèle européen puisse être repris d'une façon ou d'une autre au niveau terrestre. Parce que notre écologie va à sa ruine s'il n'y a pas une gouvernance mondiale, et les tensions de guerre un peu partout risquent de l'emporter s'il n'y a pas une gendarmerie mondiale. Et donc, il faut une politique mondiale, une police mondiale, il faut un gouvernement mondial. Et je pense que l'Europe, c'est un modèle qui anticipe ce rêve et cette utopie en montrant que c'est possible. Donc on ne doit pas perdre notre composante de réconciliation, parce que je pense qu'elle est un modèle pour le monde de demain. Et c'est ça qui, à mon avis, est l'âme de l'Europe aujourd'hui, et c'est ça qui doit être, à mon avis, valorisé et diffusé. Vous êtes d'accord, professeur Dujardin? Oui, l'Europe a besoin d'un supplément d'âme, mais c'est vrai qu'on peut, j'aimais bien ce que disait Monseigneur Delville, qu'il y a un exemple pour le monde. Malgré les difficultés que nous avons, on pourrait rêver d'avoir plus de cette Europe, qui ne va pas tout à fait bien. Mais en Afrique, en Asie, dans bien des régions du monde qui connaissent beaucoup de souffrances, par ce manque aussi de valeurs que nous avons malgré tout pu développer en Europe, malgré nos difficultés. Et donc, il faut, face à cette crise, peut-être essayer d'en faire une opportunité, essayer d'être volontariste. Il n'y a décadence que lorsque l'on ne dit plus qu'allons-nous faire, mais qu'allons-nous devenir. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris le temps de nous présenter ce livre, Quelle âme pour l'Europe, qui vient de paraître aux éditions Lumen Vitae. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.